nous allons écouter l'académicien M. André Azoulay. C'est très difficile aussi faire un résumé du curriculum de M. Azoulay. Quelques traits seulement. M. Azoulay a étudié à Paris, sciences économiques, relations internationales, journalisme, a occupé les fonctions de conseiller du roi de Maroc depuis 1991. Il a contribué notamment à la mise en œuvre du programme de réforme économique et financière appliqué avec succès par le Royaume de Maroc depuis les années 1990. Membre du groupe de haut niveau des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, André Azoulay a été élu le 5 mars 2008 et réélu le 22 octobre 2011 à la présidence de la Fondation européenne Anna Lindh. Président délégué de la Fondation Tres Culturas del Mediterráneo, qui a son siège à Séville, Espagne, il est un des fondateurs du programme Aladdin, créé en 2009. Membre du conseil d'administration des universités, de quelques universités, membre de l'Académie royale du Maroc et de l'Académie royale des sciences économiques et financières d'Espagne, André Azoulay est commandeur de l'Ordre du Trône, titulaire de nombreuses distinctions internationales en France, Espagne, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Portugal, Brésil, Argentine et Mexique, entre d'autres. Et au marge de ses responsabilités professionnelles, M. André Azoulay a toujours milité pour la paix et le dialogue entre le monde arabo-musulman et la communauté juive en Europe, aux États-Unis et au Maroc, et plus largement au sein des diasporas arabes et juives dans le monde. Monsieur André Azoulay, on vous écoute très attentivement. Merci. Merci de votre présence ici. Merci, Monsieur le Président, et merci pour votre générosité anticipée, parce que le sujet n'est pas facile. Parler de l'espace euro-méditerranéen en ce début du mois de juin 2013 et parler à la fois des opportunités et des défis de cet espace, ça relève plus de la gageure que de la certitude. Il y a plus de questions que de réponses et malheureusement aujourd'hui plus de doutes que de réponses avérées. Et pourtant, cet espace est vital. Vital pour nous au Sud, vital pour l'Europe, l'Union européenne et l'ensemble du continent européen. Vital aussi pour le monde occidental, et j'en dirai un mot tout à l'heure parce que, avec toutes ces incertitudes, c'est aussi peut-être pour l'Union européenne une opportunité historique de reconquérir à la fois son leadership et son rôle dans la communauté des nations. Ce qui est aujourd'hui d'abord l'évidence. Le partenariat euro-méditerranéen est central dans tous les espaces. L'espace économique, l'espace stratégique, l'espace qui pourrait être celui de la reconquête de à la fois la modernité et la convivialité qui a malheureusement déserté beaucoup de nos rivages depuis quelques années. Convivialité et dialogue entre nos civilisations, entre nos spiritualités, entre nos histoires. Espace aussi central sur le plan de la sécurité, sur le plan de la sécurité alimentaire comme de la sécurité militaire, comme de la sécurité globale. Pour faire simple, je dirais que l'Union européenne, vue par un homme du Sud, l'homme du Sud que je suis, c'est la première de la classe partout. C'est mon premier partenaire, premier fournisseur, premier client, premier investisseur, premier pourvoyeur de tous les flux qui construisent et déterminent la citoyenneté de beaucoup de nos pays au Sud, flux culturels, flux scientifiques, flux sociaux, flux humains, flux financiers, flux commerciaux. Donc on parle de quelque chose qui est à la fois substantiel, qui
exprime une réalité qui n'est pas simplement une réalité pour les diplomates, pour les économistes ou pour les hommes politiques, c'est une réalité qui est dans le quotidien de tous les Européens et de tous les hommes et les femmes du Sud, parce qu'il y a l'histoire, parce qu'il y a la géographie et parce qu'il y a aujourd'hui cette proximité, cette fluidité et cette communauté à la fois d'enjeux, d'atouts, de menaces, de recul, de régression, d'archaïsme, mais en même temps un tel potentiel d'opportunité derrière tout cela. Et c'est pour ça que j'avais proposé au président Aloucha de revisiter cet espace à la lumière de tout ce que nous vivons depuis 3 ou 4 ans du côté sud de la Méditerranée. Et je commencerai par là. Aujourd'hui, quand je dis, parce que c'est ma conviction la plus profonde, que l'histoire sonne à nos portes, après ce qui s'est passé, qui a commencé de se passer en Tunisie, qui s'est ensuite propagé un peu partout sur la rive sud de la Méditerranée, c'est un espace de modernité, peut-être de lumière, qui est en train de se reconstruire. Vous le dire ici, à Lausanne, paraît presque provoquant, paradoxal, par rapport à ce que ma région vous dit quand vous regardez votre poste de télévision ou par rapport à ce que vous lisez dans vos journaux. À la télévision ou dans vos journaux, vous n'entendez parler de moi, le moi est un moi avec un M minuscule, je vais parler de ma région, vous n'entendez parler de moi que sous forme de menaces, de tragédies, de sang, de violence et d'effroi. Ça, c'est le quotidien. Et je l'assume, parce que nous sommes dans un temps qui est celui de l'histoire longue. Et la première chose que j'aimerais solliciter de vous, c'est d'accepter, ne fût-ce que l'espace d'un instant, de vous projeter sur la longue distance, sur le long terme, et de vous rappeler que quand, en Europe, des mutations de cette puissance, des révolutions de cette importance se sont produites, il a fallu des dizaines d'années, presque des siècles, pour que se stabilisent des situations qui, in fine, ont été celles de la modernité, ont été celles de la citoyenneté, ont été celles de l'humanité réconciliée avec l'intelligence. Donc, même si c'est complexe et difficile, il faut, je crois, savoir résister à la tentation de réduire la compréhension, l'analyse et l'évaluation de ce qui se passe aujourd'hui au sud de la Méditerranée à l'événement du jour, au bilan de la semaine ou à la synthèse du mois. Il y aura encore beaucoup de tensions, il y aura malheureusement encore des violences, il y aura des victimes, il y aura beaucoup de signaux qui pourraient être ceux de la régression, ceux du recul, ceux de la confrontation, mais la réalité est que tout ceci exprime la profondeur et en même temps la dimension historique de ce changement qui est en train de se construire et qui a besoin de temps, parce qu'il est celui de la reconquête de la modernité. Ça n'est pas facile, ça n'est pas consensuel, tout le monde ne la veut pas, et il faut simplement, quand on nous regarde depuis le Nord, quand nos partenaires essaient de comprendre, qu'ils sachent qui sont leurs amis, qui sont leurs ennemis et où sont leurs intérêts. Moi, j'ai le sentiment que dans ce qui se passe aujourd'hui, qui est contrasté, presque inquiétant pour demain matin, sera après-demain, dans des dizaines d'années peut-être. Mais nous parlons encore une fois d'histoire longue, un énorme pas qui aura été franchi
dans le rapprochement et la communauté de valeurs qui vont demain être le fondement le plus sûr, le plus déterminant, qui sera garant justement de la pérennité de ce partenariat euro-méditerranéen. Pour faire court, je dirais que depuis ce qui a commencé à Sidi Bouzid en Tunisie, qui s'est ensuite produit en Égypte, qui s'est prolongé en Libye, qui se poursuit en Syrie, le monde occidental, avec encore une fois les incertitudes que j'évoquais tout à l'heure, le monde occidental a découvert que les mots de liberté, les mots de justice, les mots de dignité se sont exprimés, s'expriment, se disent, s'écrivent en arabe. La réalité, c'est celle-là. Qui aurait imaginé que le suicide d'un étudiant dans la ville de Sidi Bouzid, en Tunisie, allait provoquer ce véritable tremblement de terre? Personne. Qui aurait imaginé ces dizaines, centaines de milliers de jeunes Égyptiens, place Tahrir, mettre fin à la dictature et reconquérir leur dignité et leur liberté comme ils l'ont fait? Aucun analyste, aucun think tank, aucune université, aucun chercheur, aucun service de renseignement, aucun gouvernement n'a su l'anticiper. Et pourtant, c'est une réalité qui s'est imposée à tous. Elle s'est imposée dans l'action, elle s'est imposée dans le résultat, et elle est confrontée aujourd'hui, dans ses ambitions premières, aux régressions que j'évoquais tout à l'heure. Mais ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Je crois que l'après-demain, qui nous sera commun dans cet espace méditerranéen, sera celui assurément meilleur que celui qui était auparavant. Il est meilleur, il sera meilleur pour nous au sud et il sera meilleur pour nos partenaires du nord. Parce que nous sommes inséparables. Nous sommes inséparables à tous égards. La géographie le commande, l'histoire nous l'indique et nos intérêts l'imposent, nos intérêts partagés. Je disais tout à l'heure la place déterminante qui est celle de l'Union européenne dans nos pays. Je pourrais dire aussi aujourd'hui qu'il y a 10 à 15 millions d'Européens, de citoyens européens, espagnols, italiens, français, allemands, qui sont d'origine turque, algérienne, tunisienne, marocaine. Moi, je vois cette nouvelle réalité démographique comme une richesse. Je la vis en tant qu'homme du Sud comme une richesse. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de mes partenaires au Nord qui commencent à le comprendre comme cela. Le Sud de la Méditerranée apporte à l'Union européenne des réponses en ligne sur des défis qui sont majeurs. Le défi énergétique, le défi démographique, les nouveaux marchés, les nouvelles infrastructures, elles vont se faire plus fréquemment. On va construire des barrages, des autoroutes, des centrales plus souvent, plus nombreuses, en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc ou en Égypte, qu'on en construira peut-être en Suisse, en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne demain. Cet espace méditerranéen régulé par ces valeurs qui vont s'imposer comme étant celles de notre communauté philosophique, idéologique et spirituelle demain, parce qu'encore une fois, nous avons reconquis ces valeurs depuis ce qui a commencé à se passer il y a 3 à 4 ans. Cet espace gouverné, ordonné, régulé par d'autres règles du jeu peut devenir un espace majeur en tant qu'acteur dans les relations internationales et dans la communauté des nations. Mais ce n'est pas seulement l'ambition qui impose qu'on prenne au sérieux, qu'on en fasse une priorité, ce partenariat euro-méditerranéen. Chacun le sait. C'est en Méditerranée que la modernité est née autour de toutes ces valeurs que j'évoquais tout à l'heure. Historiquement, tout est parti de là. Mais c'est aussi aujourd'hui en Méditerranée que convergent toutes les menaces, que convergent toutes les fractures, que s'expriment toutes les tensions. Et il n'y a aucune raison
que nous soyons fatalistes et qu'on en accepte cette réalité aujourd'hui comme une donnée irréversible, simplement parce qu'on est méditerranéen, simplement parce que l'islam doit trouver une autre régulation de ses relations avec l'Occident judéo-chrétien. Ce n'est pas non plus une fatalité que de chercher à recomposer les données, la gouvernance qui, depuis presque 40 ans maintenant, ordonne et régule et articule la relation entre l'Europe du Nord et les pays du Sud de la Méditerranée. Il y aura dans quelques semaines, bientôt 5 ans, qu'à Paris, en juillet 2008, a été signé par 43 chefs d'État l'acte fondateur de l'Union pour la Méditerranée. Je n'évoquerai pas ce concept très souvent dans cette discussion avec vous, parce qu'on a qualifié, et à mon avis à tort, ou on a situé de façon un peu réductrice l'Union pour la Méditerranée comme étant un projet français, la vision d'un président français, M. Sarkozy, et donc pourquoi la France, pourquoi Sarkozy, alors que le sujet était autrement plus déterminant, plus nécessaire, plus vital, plus légitime que l'initiative d'un seul pays ou la pensée d'un seul homme. La France a eu la bonne idée et le courage que de vouloir afficher et proposer quelque chose qui s'appelle l'Union, nous le proposer d'abord à nous, parce qu'aucun autre État européen n'avait eu la bonne idée de le faire. L'Espagne aurait pu le faire, l'Italie aurait pu le faire, l'Allemagne, qui s'en est étonnée au départ, aurait pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Donc pourquoi jeter la pierre à la France qui, elle, a proposé quelque chose qui s'impose et qui s'imposera. Mais au-delà de la péripétie, cette union pour la Méditerranée est nécessaire. Et moi, je l'appellerais plutôt cette destinée commune que nous aurons un jour ou l'autre à construire ensemble. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'Union européenne est première chez nous à toutes disciplines confondues, tous secteurs confondus. La Méditerranée du Sud est très présente, plus qu'elle ne l'a jamais été, dans les marchés européens, dans l'espace européen. L'espace qui est celui de la stratégie de la sécurité, l'espace qui est celui de l'économie, l'espace qui est celui des hommes et des femmes, l'espace qui est celui de la culture, l'espace qui est celui de la religion, l'espace qui est celui des civilisations, des histoires. Et ce projet de destinée commune, qui s'est appelé Union pour la Méditerranée, c'était une sorte de feuille de route qui nous était proposée pour remettre à jour notre façon d'être ensemble, de coopérer ensemble, de construire ensemble. Jusqu'au 5 juillet 2008, le partenariat euro-méditerranéen se concevait à Bruxelles, se finançait à Bruxelles, se gouvernait à Bruxelles, se développer à Bruxelles, se modifier à Bruxelles. Nous, au Sud, on l'a accepté, on l'a voulu. On n'a jamais vu cela comme une forme d'impérialisme déguisé. C'est un partenariat que nous avons appelé de nos vœux, que nous avons voulu plus ambitieux, plus profond, allant au maximum, puisque même si l'Europe est première de la classe partout et que mon pays, le Maroc par exemple, est plus intégré à l'Union européenne que beaucoup de pays européens ne le sont entre eux, nous, Marocains, nous savons que nous ne sommes pas éligibles à l'adhésion à part entière à l'Union européenne, du fait du traité de Rome. Donc il fallait quand même que, ayant créé cet espace de richesse inégalement partagé entre nous, mais richesse créée ensemble tout de même, il fallait que tout ceci, un jour, nous apporte la réponse dans quelle division nos enfants vont jouer ensemble. Être aussi proches, économiquement, culturellement, socialement, stratégiquement, et ne pas savoir dans quelles institutions ensemble nous allons protéger, pérenniser
et stabiliser ces acquis était suicidaire. L'Union pour la Méditerranée a projeté une réponse avec des règles qui étaient celles de la co-gouvernance, de la co-responsabilité, et a fait l'impasse sur une question que j'évoque très rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je disais que nous créons de la richesse ensemble, tous les jours. Et pour ce qui concerne le Maroc, mais c'est vrai pour d'autres pays, depuis presque 40 ans. Pour faire simple, je dirais que si nous créons 10 points de valeur ajoutée au Maroc, par exemple, avec nos partenaires européens, nous savons que sur ces 10 points de valeur ajoutée créés, 7, 8 points peut-être repartent au nord. Et c'est la règle du jeu. Si on a un accord, nous, Marocains, de libre-échange avec l'Union européenne, on sait d'évidence à la fin de la journée qui a gagné plus et qui a gagné moins. C'est la loi qui exprime ce rapport de force. Mais à un moment donné, et ce moment il est là maintenant, ce type de déséquilibre touche ses limites. Et aujourd'hui, beaucoup de mes concitoyens, de mes compatriotes se posent la question de savoir si ce sera pour toujours. Est-ce que ce déséquilibre dans la valeur ajoutée créée en commun ne peut pas être compensé par autre chose? Est-ce que cette liberté donnée aux marchandises et aux biens de circuler dans la plus totale liberté des deux côtés de la Méditerranée doit nécessairement se conjuguer avec une Europe qui serait la forteresse pour les hommes et les femmes qui produisent ces biens et ces services? Est-ce que nous ne devrions pas nous installer dans une logique qui serait celle de la connaissance mutuelle et qui ferait qu'un espace méditerranéen, aussi légitime dans ses valeurs et dans l'ancrage de ses philosophies que la rive nord de la Méditerranée, allant jusqu'au plus profond et au plus lointain sur le continent européen, est-ce que nous ne devrions pas ensemble nous installer dans une perspective qui serait celle de l'addition de toutes nos histoires et de la convergence de toutes nos spiritualités et de la connaissance mieux partagée de toutes nos civilisations pour trouver justement, pour donner sa pérennité, sa stabilité et son irréversibilité à ce partenariat euro-méditerranéen. C'est tout cela qu'a proposé l'Union pour la Méditerranée. 5 ans après, moi j'en suis un militant engagé. Le président Aloucha l'a dit tout à l'heure, je préside une institution euro-méditerranéenne qui est le cœur de cette construction euro-méditerranéenne au niveau des hommes et des femmes. C'est un bassin démographique de 700 millions de personnes. Ça n'est pas rien. Et la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh, elle, parle aux sociétés civiles. Nous avons un réseau de 4500 organisations non gouvernementales qui, tous les jours, tiennent ou répliquent ou développent le même discours que je suis en train de m'essayer à développer avec vous, qui est celui de la raison, qui est celui du bon sens et qui est celui de l'intérêt le plus évident à trouver ce point d'équilibre dans nos relations. Moi, je ne crois pas à la fatalité de cette théorie que je qualifie, moi, de scélérate, qui serait celle du choc des civilisations, du choc de nos histoires, du choc de nos religions. Et cette théorie s'est introduite par effraction dans le bréviaire des relations internationales. Aujourd'hui, on en appelle aux Nations Unies, et vous le rappeliez, Président, j'appartiens effectivement à ce groupe de haut niveau des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, et en fait, l'Alliance des civilisations, c'est du langage politiquement correct, parce qu'on n'a pas osé afficher en clair la feuille de route qui nous était donnée, ce qui était celle de la relation entre l'islam et l'Occident. Parce qu'il faut bien constater que sur ce plan-là, nous avons collectivement régressé. Qui aurait pensé qu'il fallait en appeler aux Nations Unies ou en appeler à je ne sais combien de forums internationaux aujourd'hui pour dire si musulmans et chrétiens, juifs et musulmans, nous étions encore aptes à nous retrouver dans la même salle pour construire ensemble le futur de nos enfants. Il y a 50 ans, personne ne se serait posé la question. Aujourd'hui, cette question est centrale. Elle est tragique, elle est sanglante et elle est violente. Nous avons tous reculé et nous l'avons fait collectivement. Et nous avons été passifs. Nous avons accepté que nos religions respectives soient utilisées et instrumentalisées pour des dossiers politiques sur lesquels la religion n'a aucune légitimité, n'a aucune réponse. Et ceux qui veulent en faire
à la fois le vecteur de la compréhension des conflits auxquels la religion est invitée. Ceux qui veulent y trouver la réponse à ces mêmes conflits sont précisément ceux qui ne veulent pas de solution politique à des conflits qui imposent une réponse politique et non pas religieuse, ou ceux qui ne veulent pas comprendre ou accepter que l'on comprenne que des dossiers qui sont fondamentalement politiques doivent être couverts de cet alibi, de cet artifice, de cette instrumentalisation de nos religions. Il doit y avoir aujourd'hui une résistance collective à cette régression. J'ai trop parlé. Je conclus. Je conclus en vous disant simplement que l'espace euro-méditerranéen aujourd'hui n'est plus celui de business as usual. Ça ne sera plus demain, ou plutôt le libre-échange ne sera pas la réponse à ce partenariat si on le veut pérenne, si on le veut stable et si on le veut fournisseur ou source d'inspiration à la réponse à toutes les questions aujourd'hui auxquelles est confrontée la communauté des nations sans pouvoir trouver la bonne solution ou identifier la bonne solution. L'espace euro-méditerranéen, si nous le construisons ensemble sur des règles qui sont celles simplement de la connaissance mutuelle, parce que s'il y a un choc, ce n'est pas celui de nos civilisations, c'est le choc de nos ignorances. Moi, en tant que Méditerranéen du Sud, j'en sais beaucoup plus sur la philosophie européenne, la littérature européenne, la musique européenne, que les Européens ne connaissent de ma philosophie, de ma musique ou de ma littérature. Je ne dis pas cela pour faire... ça n'est pas une image, c'est une réalité qui empoisonne notre futur commun. Il faut reconquérir cette connaissance mutuelle. Il faut reconquérir cette curiosité, parce qu'elle est celle qui va forger le respect. Et elle est celle qui va redonner ses chances à la modernité. Et elle sera celle aussi qui donnera à l'espace euro-méditerranéen, qui fera de l'espace euro-méditerranéen un espace de richesse. Et le dernier mot que je voudrais dire, excusez-moi là-dessus, encore une fois de prolonger, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, c'est que cet espace euro-méditerranéen, c'est aussi la porte d'accès demain au continent africain. Je veux citer juste 2 chiffres. L'Europe était un acteur majeur en Afrique occidentale et même en Afrique orientale, jusqu'en Afrique du Sud. L'Europe par la France, l'Europe par l'Angleterre, l'Europe par son histoire. J'ai 2 chiffres que je cite en conclusion. En 2012, l'Europe qui représentait un an avant 35% de la part des échanges, de tous les échanges commerciaux sur le continent africain est passée à 17%. À un moment où l'Afrique s'impose à tous, non pas comme le nouvel Eldorado de demain, mais comme un espace où les grands marchés, les grands projets, les matières premières, l'énergie vont être partagés, exploités par d'autres. Dans le même temps, la Chine voyait sa part dans les échanges commerciaux passer depuis le début des années 2000, elle était de l'ordre de 3%, ils sont aujourd'hui à 17% en 2012. Je donne ces 2 chiffres simplement pour dire que je ne parle pas de... Quand je vous parle de civilisation, de modernité, de dignité, de connaissance mutuelle, je ne parle pas de rhétorique philosophique purement ou de spiritualité. Cet ensemble est cohérent. Qu'il s'agisse de la sécurité ou du développement de nos échanges, qu'il s'agisse de la culture ou de nos échanges commerciaux. Tout ceci se tient quand on parle de Méditerranée. C'est une capillarité qui se tisse, qui se construit et qui devient légitime quand elle est transversale. On ne peut pas être simplement partenaires commerciaux quand on est méditerranéen. On doit tout oser et on ne doit rien oublier. Merci beaucoup.
Merci, monsieur l'académicien, monsieur André Azoulay, pour cet exposé si brillant et précis à la fois.